Je vais me représenter pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je suis Émilie Garcia, je suis coopératrice au sein de Coaction depuis 2 ans. C'est assez récent, je suis une jeune et coopératrice novice sur des activités de conseil et de formation. Et puis je fais également un peu de recherche en management des organisations. Et donc je m'intéresse un peu à l'économie sociale et solidaire. Alors je vais assez peu parler puisqu'on a des experts qui vont nous expliquer en quoi. Alors on a choisi ce titre de très humble du pouvoir transformateur des coopératives. Bien entendu, il faut y voir de l'humour. Pourquoi? Parce que, pour rappel, en France, on a plus de 3 800 000 entreprises et on compte 4 400 coopératives. Donc vous voyez que le mouvement coopératif, même s'il grandit, qui prend 5% par an et qu'on a de plus en plus de coopératives, reste quand même alternatif, confidentiel, mais que pour autant, on y trouve peut-être des solutions en termes d'organisation, de vision et de partage de valeurs pour relever les enjeux et les défis sociaux, sociétaux et environnementaux qui nous attendent. Donc je vais laisser Jean-François Drapry se présenter avec le micro vert qui normalement fonctionne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jean-François Drapry, je suis très heureux d'être ici. Qu'est-ce que je dois dire? J'ai été fondateur du Centre d'économie sociale, travail et société au Conservatoire national des arts et métiers, où entre autres j'ai eu le plaisir de former les premiers fondateurs des CAE. Suite à une demande d'Elisabeth Bost, on a fait un référentiel de compétences, puis un référentiel de formation, et on a eu 3 promotions de 20 pendant 2 ans. Voilà, donc, sinon, j'ai formé voilà, des adultes en formation qui travaillaient dans différents secteurs. Et puis, j'étais aussi rédacteur en chef de la RECMA, la Revue internationale de l'économie sociale, pendant 25 ans. Je parle au passé parce que j'ai tout arrêté, donc il y a 1 an. Et par ailleurs, voilà, j'interviens ici ou là et j'écris un peu. Voilà. Merci Jean-François. Chahine, je vous laisse vous présenter également. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Chahine Faïk, je suis le secrétaire général de l'association des Licornes. Les Licornes, avec 2 O, c'est un collectif de 13 coopératives. On est très fiers depuis la semaine dernière d'annoncer qu'on a 4 nouvelles coopératives. Et j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et donc Karine. Eh bien, bonsoir. Moi, je suis Karine Laroche. Je suis consultante et sociétaire de Coaction et puis aussi de quelques autres coopératives dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Donc je vous propose d'écouter nos experts là pendant une quarantaine de minutes et puis assez vite que vous puissiez vous prendre le micro dans la salle et puis les interpeller sur les sujets que l'on va aborder. Alors je vais démarrer avec une question vraiment très triviale, mais on va au moins commencer par ça. Jean-François, elle est pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? Merci. Alors, qu'est-ce qu'une coopérative? Je vais vous donner ma définition, parce qu'il y a une définition officielle à l'Alliance coopérative internationale, entre autres. Mais moi, je définis la coopérative comme un groupement de personnes qui s'associent de façon volontaire, égalitaire et solidaire. Et c'est tout, quel que soit l'objet. C'est-à-dire que, vous voyez que derrière, il y a les 3 valeurs de la liberté, l'engagement volontaire, de l'égalité, bon, que vous connaissez bien sûr, et de la fraternité qui s'exprime dans la solidarité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les coopératives reprennent la devise républicaine pour la mettre en œuvre dans l'économie, dans un sens très très large donné à l'économie. Alors on pourrait ajouter qu'il y a des principes qui correspondent à ces valeurs, mais ces principes l'Alliance coopérative internationale a défini 7 principes qui sont reconnus mondialement, donc qu'on peut lire dans de très nombreuses coopératives. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont affichés ici, mais ça peut être un bon point de repère parce que quand on voyage dans le monde et qu'on visite des coopératives, très souvent, du Chili au Kyrgyzstan ou ailleurs, eh bien, on voit à l'entrée des coopératives les 7 principes
de l'Alliance coopérative internationale. Je ne vais pas les dire maintenant, mais ce que je pourrais dire sinon, c'est que pour qu'une coopérative fonctionne bien, c'est les anciens théoriciens de la coopération qui le disent, il est important de mettre en œuvre la double qualité. C'est-à-dire que les personnes qui sont bénéficiaires de l'action entreprise par la coopérative sont également les sociétaires. C'est-à-dire qu'à côté du pouvoir économique, ils ont un pouvoir politique. Voilà. C'est en ça qu'on peut dire qu'ils reproduisent la République, en quelque sorte, ils rêvent d'une économie démocratique. Voilà. La question, c'est comment ils ont, au fil de l'histoire, peut-être que je peux, si je développe, donc c'était la deuxième question, donc j'anticipe. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, parce qu'il y a une longue tradition donc, autour des coopératives. C'est tout pour la définition, bon, pour en discuter longuement, mais voilà, simplement, je dis c'est un groupement de personnes qui s'engagent volontairement, qui s'associent de façon volontaire, solidaire, égalitaire et solidaire. Vous voyez que je n'ai pas dit des travailleurs. Donc c'est vrai que quand on considère les coopératives de travail, il y en a 4000, mais si on considère toutes les formes coopératives en France, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a déjà à peu près 12 000 CUMA, qui sont des coopératives, bien sûr. Donc en fait, une des particularités coopératives, c'est que ce qu'on met en commun n'est pas décidé en fait à l'avance. On peut mettre du travail, on peut mettre des ressources, on peut mettre un local, voilà, n'importe quoi. Donc il y a des coopératives d'habitat, de consommateurs, tout ça vous le savez, mais on a parlé des coopératives agricoles, dont il existe plusieurs types. Hein. Et donc il y a 16 formes coopératives en France. Alors c'est spécifique, dans d'autres pays il y en a plus ou moins, mais voilà. Mais en tout cas, il y a différentes manières de coopérer. C'est pour ça que la définition globale de la coopération, elle est extrêmement, disons, elle s'appuie sur des valeurs et des principes, mais pas sur des règles qui sont différentes selon les coopératives. Alors, qu'est-ce que les coopératives apportent? Quel est leur pouvoir transformateur? Voilà, puisque c'est ça le thème. Eh bien, pour répondre à cette question, je vais reprendre très très rapidement l'histoire bicentenaire des coopératives. Alors, on pourrait remonter plus loin parce que on pourrait penser qu'avant même la naissance du capitalisme commercial, au moment de la Renaissance, il y avait déjà des formes pré-coopératives. Comme il existe des formes pré-coopératives, on dit comme ça pour les distinguer de la forme moderne, dans toutes les civilisations, en quelque sorte. Il y a des solidarités qui se mettent en œuvre, mais on va dire qu'on est dans une autre période historique, donc on va la mettre de côté pour l'instant. Mais donc si on date la naissance du mouvement coopératif au début du 19e siècle, on va dire je vais donc faire une périodisation en 4 périodes pour dire quels sont les apports et les pouvoirs transformateurs de la coopération. Premièrement, dans un premier temps, le mot d'ordre a été abolition du salariat. Donc là, ça remet peut-être un peu en question ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le contrat de subordination était vu par les militants coopérateurs comme une perte de la liberté politique. Donc il fallait regagner cette liberté politique. C'est ce qu'ont fait les SCOP. Mais avant que les coopératives de production naissent véritablement, il y a eu ce qu'on appelait les associations ouvrières. L'idée était que, alors c'était les ouvriers de métier qui, pour défendre leur capacité, leur travail, leur formation, leur savoir-faire, leur marché aussi, les relations qu'ils avaient entre eux, eh bien, se sont opposés à l'essor des sociétés de capitaux en créant des associations ouvrières. Donc on peut dire, peut-être le premier rapport des coopératives, ça a été de faire une critique du travail salarié, une critique radicale du travail salarié. Ils vont dominer en quelque sorte la scène politique jusque le milieu du 19e siècle, et après, au cours de la première internationale, la première de 1860 à 1870, les idées développées par Karl Marx et Engels vont l'emporter, et c'est le principe de la lutte de classe et le principe de la grève qui va apparaître comme la meilleure opposition à l'exploitation du travail. Donc les coopératives
qui défendaient la coopération de travail vont se trouver marginalisés par rapport au mouvement ouvrier. Vous voyez qu'on le sent encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu une difficulté à penser simultanément le syndicalisme, ou en tout cas le syndicalisme révolutionnaire, et la coopération. L'un s'appuyant sur la lutte des classes, alors que la coopération, au contraire, vise à réduire la lutte des classes. Vous voyez, c'est une question qui est extrêmement difficile, dont on n'a pas eu de capacité, en tout cas en France, parce qu'il y a d'autres pays où ça a été moins difficile, à dépasser ce conflit. Mais ce n'est pas le principal conflit, parce que très vite, on va voir que les coopératives de producteurs sont incapables de faire face à l'industrialisation. C'est-à-dire que, vous voyez aujourd'hui, 4000 coopératives, combien de salariés ? 88 000. 88 000. Incollable aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, ça fait une moyenne de 20, si je ne me trompe pas, une moyenne de 20 salariés par entreprise. Bon, comme il y en a quelques grandes, bon, on voit que ça, vous voyez, la moyenne est très réduite. Donc on est dans des TPE. Les coopératives de travail sont des TPE. Très petites entreprises, quelques moyennes entreprises, mais pas de grandes entreprises. Or, on est dominé, même s'il y a il y a des millions d'entreprises, mais il y a quelques dizaines de milliers de sociétés anonymes qui dominent en fait la régulation économique aujourd'hui. C'est pas les 2 ou 3 millions de TPE françaises qui dominent cette régulation. Donc en fait, les coopératives de travailleurs vont très vite perdre leur pari de pouvoir transformer l'économie. Parce que leur but, c'était quand même de transformer l'économie. Et en fait, donc j'en passe à la deuxième étape, le deuxième mouvement qui va être de loin le mouvement le plus important dans la coopération, et on l'a un peu oublié, c'est les coopératives de consommateurs, dont il reste un exemple très important dans le sud-ouest. Le siège est à Saintes, c'est Coop Atlantique, qui a encore aujourd'hui 200 magasins qui sont sous étiquette U, parce qu'ils adhèrent à une coopérative de commerçants qui est U, mais l'hypermarché U de La Rochelle ou des supermarchés à Montmoreau ou à Angoulême, etc., appartiennent à leurs membres, à des coopérateurs. La part est à 7 €, je vous le dis, donc vous pouvez prendre une part. Vous êtes rattaché à un magasin, et voilà, et c'est une très grande coopérative. Évidemment, on n'est pas tout à fait dans le bio et le circuit court. Quoi qu'ils font du circuit court quand même, ils arrivent à faire du circuit court tout en étant à une très grande échelle. Il y a à peu près 4000 salariés. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien, quoi. Donc ça, c'est la dernière grande coopérative de consommateurs parmi toutes celles qui existaient en France et qui couvraient tout le territoire, en France, mais aussi tous les pays d'Europe, une bonne partie d'autres pays du monde, et qui a vraiment développé un modèle alternatif au capitalisme. Alors là, c'était vraiment le dépassement du capitalisme, mais pas à partir du travail, à partir du pouvoir des consommateurs. Parce que l'argument était de dire, en fait, les coopératives de travailleurs, le risque, c'est une critique qu'avait fait Marx aussi, c'est de créer une espèce d'élite ouvrière dont les intérêts vont être différents de la masse des ouvriers spécialisés. Et évidemment, on voit bien que ceux qui sont dans les coopératives de travailleurs, tout le monde n'est pas, on l'a dit, on l'a un peu souligné tout à l'heure, quelquefois l'autonomie, l'indépendance, le volontariat, etc., ça se construit, hein, ça se travaille, quoi, hein, donc c'est compliqué. Et surtout, ils disent, les seuls qui représentent l'intérêt général, ce sont les consommateurs. Et nous sommes tous producteurs et consommateurs. Donc ils donnent le pouvoir aux consommateurs. Ça a été je ne vais pas le développer là, mais il faut savoir que ils ont, en Grande-Bretagne, entre les deux guerres, il y avait 10 millions de membres dans les coopératives de consommateurs. En France, il y avait plus de salariés dans les usines et les fabriques détenues par les coopératives de consommateurs que de salariés dans les coopératives de production. Par exemple, à Bègles, ici, là, pas loin d'ici, le chocolat C'est Moi, près du parc, là, eh bien, ça appartenait à la Fédération du coopératif de consommateurs du Sud-Ouest. Voilà. Et il y en avait partout en France. Et ils ont passé des accords avec la CGT, très très importants. Donc là, ils ont réussi vraiment à allier l'intérêt des consommateurs avec l'intérêt de salariés qui n'étaient pas coopérateurs, ou qui l'étaient, mais en tant que consommateurs, pas en tant que salariés. Et ça a été ce que Charles Gide a appelé la révision déchirante entre
comment défendre à la fois l'intérêt des producteurs et l'intérêt des consommateurs. Est-ce que les deux peuvent être membres de la même coopérative? Vous voyez qu'avant la SIC en 2001, le statut de SIC en 2001, eh bien, on avait complètement abandonné cette perspective. On ne peut pas être membre, dans la SIC on peut à nouveau. Donc vous voyez, quand la SIC a été, les principes de la SIC ont été posés, je ne sais pas si le législateur savait qu'il essayait de réparer la révision déchirante de Charles Gide, qui est apparue en fait exactement en 1860 à Rochdale, dans la banlieue de Manchester. C'est là où s'opère le tournant, où des travailleurs décident de se tourner vers la coopération de consommation plutôt que vers la consommation de production. Donc ça, c'est peut-être la deuxième grande leçon qu'on peut tirer de l'histoire du mouvement coopératif, c'est que il est peu probable qu'on change les règles, la régulation des marchés à partir des coopératives de producteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté du pouvoir du consommateur. Tout à l'heure, il y a eu une intervention qui disait mais la majorité des consommateurs achètent des produits moins bon marché mais pas chers, etc. Comment on résout le problème quand on produit du bio et local, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce débat-là qui a été posé dès la fin du 19e siècle par les coopératives de consommateurs. Je poursuis. La troisième étape où le mouvement coopératif s'est extrêmement développé, c'est à partir de 1960 dans les pays de l'hémisphère sud qui accèdent à l'indépendance, évidemment. Il y avait déjà, les pouvoirs coloniaux avaient déjà développé des coopératives, en particulier les Français et les Anglais, mais c'était instrumental. Et à partir de 1960, la quasi-totalité des pays qui accèdent à l'indépendance essayent de mettre en œuvre des politiques de développement qu'on va appeler endogènes ou éco-développement ou développement auto-centré à partir des coopératives et des associations villageoises de développement. Donc c'est vraiment, j'ai recherché un seul pays qui ne l'avait pas fait, je ne l'ai pas trouvé. Donc il y a eu des fondations de coopératives absolument partout. Il y a encore un pays qui porte le nom de République coopérative, c'est l'ex-Guyana britannique près du Venezuela. Son nom officiel, c'est République coopérative de Guyana. Vous voyez, et il connaissait très bien Ernest Poisson, Charles Gide, les théoriciens de la coopération de consommation française, que tout le monde ignore aujourd'hui, y compris dans le mouvement coopératif français. Mais eux, là-bas, ils s'en souviennent. Hein, vous voyez, pas une certaine partie de la population. Et donc, ce troisième mouvement coopératif, évidemment, les anciennes puissances coloniales, les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, les ont complètement cassés. Voilà, comme disait Frantz Fanon, vous voulez votre indépendance, prenez-la et crevez. Ça a été vraiment une guerre économique terrible qui a été, pas qu'économique d'ailleurs, parce qu'on a assassiné pas mal la CIA, ça a fait assassiner pas mal de leaders coopératifs également, entre autres. Donc ce mouvement a échoué, mais il correspond au moment où le mouvement coopératif est devenu mondial. Et quand 20 ans après, on a commencé à développer le commerce équitable, eh bien, ça a été rendu possible par le fait qu'il y a eu ce mouvement précédent. Il existait déjà des coopératives, au Mexique en particulier avec Max Havelaar, mais pratiquement en Inde, évidemment, où c'était extrêmement développé. Ce que nous apprend ce troisième mouvement, c'est de se décentrer par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que vous voyez, qu'on soit dans la coopération de production ou dans la coopération de consommation, et on est les premiers concernés, je crois, en général, on défend l'entreprise. On dit voilà, nous on est une CAE, on est une SCOP machin, on est ceci, et on se développe, voilà, etc. Et en fait, là, ce qu'ils nous disent, non, c'est pas ça le but c'est le développement. C'est le développement des territoires et c'est le développement des personnes au sein des territoires. Donc, vous voyez, on va commencer à raisonner, non pas au niveau de l'entreprise, mais au niveau d'un territoire, de l'intérêt local, de l'intérêt général. Et je crois qu'aujourd'hui, donc je termine là-dessus, quatrième étape, c'est aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on est dans un moment d'effervescence coopérative remarquable, en France comme dans le monde, et si on essaye de le repérer, de repérer les grandes innovations, si on prend la France, de quoi on va parler? On va parler des AMAP, des SIC, du commerce équitable, de la transition, des CAE, c'est-à-dire de formes coopératives qui favorisent l'intercoopération ou le multisociétariat, y compris dans les CAE, même si vous êtes
des scopes en règle générale, en fait, pas forcément, mais, ou des SIC, ça peut, mais même si c'est une scope, en fait, on voit bien que l'entrepreneur salarié, il est producteur, mais il est aussi usager. Donc, vous voyez, il n'est pas que producteur, il est aussi dans une logique d'usage. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les coopératives, c'est d'être capable de servir les intérêts des travailleurs et les intérêts des consommateurs. Et je crois que, et de le faire, non pas dans le cadre d'une entreprise, mais dans le cadre d'un territoire. Et donc, longtemps, les coopérateurs ont pensé qu'ils s'opposaient à la fois à l'État et au capitalisme, mais dans le capitalisme, ils inscrivaient l'ensemble des entreprises privées, y compris les petites entreprises. Il a fallu attendre 1935, Georges Fauquet, dans le secteur coopératif, qui dit, mais en fait, il y a 4 secteurs. Il y a le secteur public, le secteur capitaliste, le secteur coopératif et le secteur qu'il appelle proprement privé, qu'il distingue, on va dire marchand. Voyez ? Et cette distinction, elle est très très importante parce qu'elle a permis de commencer à concevoir que les coopératives n'étaient pas en opposition avec ce secteur proprement privé, mais en complémentarité. Donc je termine là-dessus en disant, longtemps on a pensé on le pense encore souvent, que le mouvement coopératif ou l'économie sociale et solidaire peut constituer l'économie de l'avenir, d'ailleurs on le dit, quelle est la future économie dominante, etc. Pour ma part, je pense que la principale leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'elle ne remplacera jamais l'économie de proximité, l'économie des petites entreprises. De même qu'elle ne remplacera jamais l'économie publique, en tout cas territoriale. Et que peut-être que son avenir se joue dans ce double partenariat avec les très petites entreprises et avec les collectivités territoriales. Donc tout à l'heure, je termine sur juste ce petit mot. Tout à l'heure, Monsieur Dufumier a dit à quand des commandes publiques pour toutes les écoles pour des produits bio et locaux. Et j'ajoute un argument, cet argument se suffit à lui-même, l'argument qu'il a énoncé, mais il y en a un autre. Quand une collectivité territoriale gère de l'argent public, eh bien, lorsqu'elle ouvre un marché, si le marché est gagné par des entreprises du territoire, alors l'argent va rester sur le territoire. S'il est gagné par des multinationales, que ce soit l'eau, les transports, l'alimentation, etc., une partie, c'est-à-dire tous les excédents, qui sont des profits, vont quitter le territoire et n'y reviendront pas. Or, on sait que la richesse économique d'un territoire dépend de la quantité, de la masse d'argent qui circule. En plus, c'est de l'argent public. Donc, une fois qu'on a compris ce raisonnement strictement économique, il n'y a pas de valeur là-dedans, juste de dire, si on veut qu'un territoire se renforce, alors il faut que l'argent reste dans le territoire. Et pour ça, le mieux, c'est de s'adresser aux acteurs du territoire. Oui. Mais ce n'est pas spécifiquement la coopération. Bon. Alors, je termine peut-être. La troisième question, c'était quoi? On va juste peut-être illustrer avec le cas des licornes et on va revenir sur les spécificités de la culture coopérative et de la posture. Mais peut-être, Chahine pourrait nous dire, parce que là, on est dans ce double projet coopératif que certains ont qualifié de projet humain et économique. Il faut donc pouvoir concilier des valeurs et en même temps des process, des outils de gestion. Il faut pouvoir s'adapter bien au monde économique classique et le nom même des licornes détourne en fait tout ce phénomène de Startup Nation autour d'entreprises capitalisées à plus d'1 milliard d'euros. Comment, Chahine, d'abord sur le plan là, juridique et de gouvernance, quelles sont les spécificités de ces coopératives? Ça, c'est ma première question pour qu'on se rappelle un certain nombre de ces 7 principes qu'évoquait Jean-François. Et puis après, on va revenir sur la culture coopérative. Merci pour la question et merci pour l'introduction. Voilà, les éléments qui nous resituent. Les licornes, donc c'est un collectif je le disais tout à l'heure, de 13 coopératives qui s'est créé assez récemment.
je vais le dire maintenant, avec cette ambition peut-être illusoire, tu nous dis, de transformer radicalement l'économie. De la même façon que certains ont inventé les SIC en essayant, peut-être sans le savoir, de combler la révision déchirante. Les licornes, on va dire, ignorent peut-être les difficultés concrètes qu'on peut rencontrer quand on affronte tout l'écosystème économique, social et politique qui rend difficile la transformation par les coopératives. Et peut-être que c'est comme ça qu'on va réussir, par ignorance ou par détermination. Alors, les principes justement de nos coopératives, des coopératives en général que tu as évoqué légèrement, rapidement, c'est effectivement cette liberté d'adhésion. Il y a un qui est très important à notre cœur, qui est celui de la gouvernance démocratique. Tu parlais de l'égalité, donc c'est effectivement cette notion d'une personne, une voix dans les assemblées générales. Ce qui nous différencie tout de même fondamentalement d'une entreprise capitaliste, dans le sens où ce n'est pas l'argent qui donne du pouvoir, c'est bien la personne. Bon, comme tu nous l'as dit, il y a quelques subtilités à voir sur est-ce que cette personne est une personne morale ou une personne physique. Là, il y a tout un tas de petites subtilités qui se glissent dans la discussion. Néanmoins, ça reste un pouvoir de la personne contre le pouvoir de l'argent. Pour un monde où tout le monde se revendique démocrate contre les illibéraux, les dictateurs, etc., de tout poil et de toute moustache. Le fait qu'on ait des entreprises démocratiques qui existent, qui sont là, et qu'elles soient si peu visibles, c'est 23 000 coopératives françaises contre les millions d'autres, c'est vrai que c'est assez fascinant que ceux qui se réclament de la démocratie, et dont je suis, ne revendiquent pas dans le même mouvement que les entreprises aussi soient démocratiques. Ça, c'est peut-être un petit échec, un arrêté de la Révolution française qui s'arrête à la Révolution, à la République bourgeoise et oublie la République sociale derrière. Et donc, je ne veux pas m'embarquer trop loin sur ta question qui était assez claire. Les spécificités. Les spécificités des coopératives. Par rapport au modèle classique. Voilà. Et bon, il y a cette question donc de l'engagement économique. Il y a des questions. Enfin, voilà, pardon, je vais me perdre un petit peu, mais on a cet enjeu aussi de la lucrativité, la façon de gérer les entreprises. Donc la lucrativité limitée qu'on a déjà évoquée dans la journée, mais l'argent. Le résultat qui est produit dans une coopérative ne peut pas être destiné à financer sans limite l'argent, ne peut pas venir rémunérer le capital de l'entreprise que dans des proportions qui sont cadrées et par la loi et par les sociétaires qui eux-mêmes en assemblée générale vont pouvoir s'autoriser à payer un petit peu de dividendes, mais le plus souvent très très peu, voire pas du tout. Dans les licornes, on a fait un choix un peu, je vais aller plus sur cet exemple-là. Il y a des choix qui vont en plus justement dans l'ensemble de la diversité des coopératives. Toutes les coopératives ne seront pas des licornes. On a plusieurs critères qui sont un peu spécifiques qu'on a mis en place. C'est que d'une part, effectivement, il faut que ce soit des coopératives. Donc on continue de se battre sur le statut et la spécificité coopérative. Et ce sont des coopératives qui sont sur un marché national. Et alors, on n'est pas du tout en contradiction avec les petites entreprises qui sont sur des territoires, mais on est en alliance. Et comme on a un projet avec une ambition de transformation, on a cette aspiration à vouloir attaquer frontalement aussi des gros acteurs qui sont, on le juge, des acteurs majeurs de la détérioration je vais pas réussir. qui viennent dégrader nos conditions d'habitabilité et de lien social. Et donc, on a des coopératives qui sont sur des marchés nationaux, qui vont avoir donné une place, alors quelque part, aux consommateurs auxquels tu faisais référence, notamment avec la présence de plusieurs collèges.
Donc celle-là, ça nous ramène au schéma de la société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, et où donc on est plusieurs à discuter autour de la table. Et ensuite, et un des points majeurs, c'est qu'ensuite, les projets d'entreprise, les projets décidés par les coopérateurs, portent sur des objets de transition. Donc c'est-à-dire que on ne parle pas de... Alors on peut faire de la RSE dans les entreprises, mais la RSE, c'est pas de la RSE qu'on colle sur une activité qu'on considère comme délétère. C'est d'entrée de jeu, les modèles économiques et les modèles d'affaires de nos structures portent sur des activités qui vont tendre vers une plus grande sobriété. Alors on va parler d'énergie renouvelable avec une coopérative comme Enercop. Vous en connaissez en Nouvelle-Aquitaine justement la structure d'ancrage territorial. On va parler de sobriété numérique avec l'opérateur téléphonique coopératif Télécop. Je vous invite à essayer ce truc-là, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Sur notre téléphone qu'on utilise tant et plus, souvent c'est marqué Drahi, Monsieur Bouygues, Monsieur Niel en haut de nos téléphones, avec leur pseudo. Et quand on ouvre son téléphone et qu'on voit Télécop plutôt que ces noms de milliardaires, quel plaisir, ça fait vraiment du bien. Et en plus, au-delà de ce côté très quasi idéologique de petits plaisirs d'ouverture de téléphone, il y a des enjeux. Le modèle de l'entreprise est tourné vers une incitation à la baisse de consommation de données mobiles. Voilà, donc on a 13 coopératives. Je pourrais citer aussi le cas de Biocop, qui est une coopérative à l'échelle nationale, mais qui a son ancrage territorial sur l'ensemble du territoire, et voilà, qui va porter aussi, qui va réunir une diversité d'acteurs. C'est pas une SIC, c'est une coopérative loi 47 qui réunit des magasins, des collectifs de paysans, des salariés et des consommateurs. Voilà, donc il y en a 13, j'essaierai de vous les citer tous comme ça, il n'y aura pas de jaloux, mais je vais peut-être te laisser la parole sur la suite. Non, je voulais de nouveau que Karine puisse, toujours dans une approche en fait locale, globale, nationale, internationale, Karine qui a parcouru un peu le monde dans sa vie, puisse peut-être nous parler d'exemples de coopération remarquables au niveau local et après au niveau international. Oui, du coup, ça fait très écho à ce que disait Jean-François tout à l'heure. Moi, j'ai ce cadre théorique, je ne l'ai pas forcément, mais par contre, j'ai grandi dans tout ce qui était la suite de tout ça, et en particulier dans le commerce équitable. Et dans un réseau en fait international de coopératives. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il doit y en avoir à peu près 500 à l'heure actuelle, avec des tailles très très variées, entre quelques dizaines de membres sur certains pays, certains produits, à quelques dizaines de milliers de producteurs de café en Afrique de l'Est en particulier, où il y a des très 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 grosses coopératives, mais qui du coup est une alliance aussi avec des réseaux de consommateurs dans des pays de consommation sur ces grands produits, grandes matières premières. Et pour moi, mon expérience personnelle des coopératives, c'est que le modèle il est particulièrement pertinent pour permettre la médiation en fait. Quand on est un producteur qui rencontre son consommateur tout de suite, je vous en parlais, mais j'étais au Cameroun le mois dernier et dans une zone où on regardait les productions agricoles. Quand le producteur de manioc du Cameroun, il peut aller sur le marché de son village et trouver tous les acheteurs pour son produit, il n'a pas besoin de coopérative. Par contre, quand il a d'autres besoins, qui est j'ai pas ma semence de manioc et mon voisin n'en a pas non plus, il n'y a personne autour, à ce moment-là, ça fait sens de faire une coopérative pour pouvoir produire ce produit-là ou pour pouvoir l'acheter, avoir une coopérative d'achat pour pouvoir faire venir ce produit-là, ou alors dans l'autre sens, se mettre ensemble pour pouvoir en fait exercer une force dans le marché. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois, et le parallèle avec le mouvement syndical, pour moi, il est évident. C'est de dire on se met ensemble et on se met en coopérative pour avoir plus de moyens et plus de ressources au sein d'un marché dans lequel tout seul on n'arriverait pas à exister. On n'arriverait peut-être même pas à rencontrer un marché, ou alors on est juste trop faible et on n'est pas en capacité de négocier.
Alors, la capacité des coopératives de producteurs a suffisamment pesé pour pouvoir bien influer sur les prix de vente. En particulier, c'est pas encore gagné. En tout cas, j'ai peu d'exemples où c'est vraiment réussi. Mais en tout cas, c'est vraiment pour ça que ça se crée. Donc, si je vous donne des exemples que j'ai comme ça en tête, il y a quelques années, j'avais été au Vanuatu après un ouragan en 2015 et j'ai rencontré une coopérative qui était en exercice depuis 1920. C'était une coopérative d'achat d'intrants agricoles, donc ils achetaient des semences, des râteaux, tout ce dont les gens avaient besoin et ils allaient les distribuer sur toutes les petites îles. Et j'ai pas d'autres exemples en tête, il y en a sans doute, mais en tout cas de voir une coopérative en existence continue depuis plus de 100 ans, ou à l'époque c'était pas tout à fait 100, ça veut bien dire que c'était une réponse extrêmement pertinente à la problématique que les gens rencontraient dans cette situation-là en tout cas. Voilà les quelques exemples. Sinon, peut-être pour revenir sur l'exemple que je donnais sur le Cameroun où j'étais le mois dernier, et donc j'étais sur une évaluation de besoins et d'accompagnement justement d'agriculteurs dans une zone de l'Est du Cameroun, et certains éléments, il y avait en gros des dysfonctionnements des marchés qui sont assez classiques en agriculture, où on n'arrive pas à rencontrer ce dont on a besoin. Et voilà, les recommandations qui sont ressorties de cette étude-là étaient, dans certains cas, d'appuyer l'émergence de coopératives, en particulier dans ce cas-là d'achat d'intrants. C'est des tout petits marchés qui vont pas très loin, mais dans certains cas, faire les 30 km qui séparaient ce village-là de la ville d'à côté, où on pouvait acheter des semences de tomates et de différentes choses dont les gens pouvaient avoir besoin, ça ne marchait pas. Se déplacer individuellement, ça n'avait pas de sens économique. Et donc la seule solution, en fait, c'est de créer une coopérative qui va mettre les quelques ressources des uns et des autres en commun pour pouvoir aller faire, dans ces cas-là, c'est vraiment basique, mais pour pouvoir mutualiser un déplacement à la ville d'à côté, pour pouvoir aller acheter l'équivalent de 50 € d'équipement pour le ramener dans le village et arriver à le revendre et avoir quelque part une petite boutique coopérative. Et pour moi, c'est ça un peu la force des coopératives, c'est que avec un accompagnement, parfois, là où c'est nécessaire, on peut arriver à monter ces choses-là qui arrivent à répondre à un besoin assez fondamental de ce dont on a besoin localement. Dans ces cas-là, c'était des semences, mais ça peut être plein d'autres choses dans d'autres situations. Est-ce qu'il y a une culture coopérative singulière, une façon... Voilà, peut-être de voir cette double conciliation humaine-économique. Alors, merci, c'est vraiment une question qui me tient à cœur, parce que je me suis rendu compte en voyageant, en faisant des voyages coopératifs, que même quand on ne parle pas la même langue, lorsqu'on a des vécus extrêmement différents, eh bien, on partage quelque chose. On se reconnaît entre coopérateurs dès qu'on discute, dès qu'on visite une coopérative. D'abord, à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau. Donc, on se rend compte de la singularité de chacune des coopératives. Mais en même temps, on partage quelque chose. On a l'impression qu'on fait la même chose, différemment. Donc, il y a, à mon sens, une culture coopérative. À vrai dire, je pense d'ailleurs que c'est peut-être la seule culture mondiale en dehors du capitalisme. Tout simplement parce qu'elle prend le contre-pied du capitalisme, c'est-à-dire elle remplace la concurrence par la coopération. Mais le terme de coopération a autant de puissance et de portée que la concurrence capitaliste. Simplement, c'est sa négation, d'une certaine façon, dans le principe. Mais pour cette même raison, les coopératives, vous voyez, quand vous regardez les statuts des coopératives, les règles, les réserves impartageables, l'engagement volontaire, les ristournes, enfin tous ces termes, ce ne sont pas des termes qui ont été forgés par des universitaires. Ce sont des termes qui ont été forgés par des coopérateurs. Alors certains étaient universitaires, comme Charles Gide ou Henri Desroches ou Claude Viennet, mais la majorité ne l'était pas. Et pour ceux qui étaient également universitaires, c'était des universitaires qui étaient extrêmement engagés dans des pratiques coopératives. Donc je pense qu'il y a un mode de production de connaissances qui est typique de la coopération, c'est-à-dire qui s'appuie,
qui s'approprie évidemment les résultats des travaux universitaires, qui les prend en considération. Il y a des formations initiales, mais qui s'appuie ensuite sur des savoirs d'expérience. C'est-à-dire que il y a une singularité de la coopération, des formes de fonctionnement coopératif, qui sont liées à l'expérience coopérative. Donc, en fait, ce que fait la coopération, c'est qu'elle dépasse la division entre le travail manuel, si je le dis très rapidement, quoi, et le travail intellectuel. C'est-à-dire, elle revendique que ce sont les travailleurs qui vont produire des connaissances singulières sur leur propre travail par une analyse de leur travail. Alors, tous les coopérateurs ne le font pas, bien sûr, mais il en est suffisamment qui le font pour pouvoir construire une doctrine coopérative. Vous voyez, depuis 2 siècles. C'est pour ça que j'ai pris ce fil historique, bon, trop rapidement bien sûr, mais on n'a pas le temps ici, mais simplement pour dire qu'en fait, il y a une production de connaissances, une production de droit qui est singulière et qui-ignore, hélas, l'université, c'est-à-dire on a eu des enseignements à l'université depuis longtemps de l'orthodoxie économique ou de la sociologie fonctionnelle, comme de l'hétérodoxie économique fondée sur, on va dire en gros, la tradition marxiste ou la sociologie critique, mais pas d'enseignement sur qu'est-ce que c'est qu'une coopérative comme entreprise, on ne sait pas. On n'a pas de théorie coopérative, vous voyez, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, elle existe. Et s'il fallait choisir, s'il fallait classer les théoriciens coopératifs, soit dans le libéralisme, soit dans la tradition socialiste ou marxiste, ben on serait bien embarrassé, parce que ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans le libéralisme économique, on n'est pas dans la lutte des classes. Donc ça veut dire qu'on est une tierce tradition. Je pense qu'on peut dire que, et c'est très, je vais très loin, si on peut dire, dans cette prétention, on va dire, intellectuelle, mais je pense qu'il y a une tradition de penser et d'agir propre à la coopération, mais qui s'ignore. C'est-à-dire que on ne le dit pas comme ça, quoi. On n'a pas de... Même Henri Desroches ou Claude Viennet, qui sont les 2 grands penseurs de la coopération de la deuxième moitié du XXe siècle, en fait, articulent des concepts de l'économie classique et voilà, ils articulent des concepts, quoi. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas eu de théorisation. Charles Gide, sans doute, ou Lambert en Belgique, il y en a quelques-uns qui ont essayé de dire, mais on a quelque chose de différent. Donc moi, j'essaye mon travail, c'est d'affirmer cette singularité de la pensée coopérative et de dire que les pratiques coopératives ne peuvent pas exister sans cette production de connaissances coopératives. Donc, même si, évidemment, je me réjouis... Enfin, je ne me réjouis pas de ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'on n'enseignait plus l'économie sociale et solidaire dans les masters à la fac, mais je vais dire, ça ne me semble pas catastrophique. C'est peut-être un peu choquant de dire ça. Mais ce qui serait catastrophique, ce serait que les coopérateurs arrêtent de penser. C'est-à-dire que les praticiens de la coopération, ceux qui changent, ceux qui pratiquent la coopération, n'aient plus cette ambition de produire de nouvelles connaissances et de faire évoluer le droit. Prenons avec la loi 2014 de Hamon. Eh bien, le mouvement, vous savez que la révision coopérative, hein, vous la connaissez bien, elle existait dans les SCOP, mais elle n'existait pas dans toutes les fédérations coopératives. Mais le mouvement coopératif français a poussé pour que la révision coopérative soit obligatoire dans toutes les formes coopératives. Et en même temps, il s'est tourné vers les mutuelles et vers les assos, et ils ont dit aux responsables mutualistes et associatifs, faites pareil, comme ça on aura une révision de l'économie sociale, propre aux entreprises de l'économie sociale. La révision, c'est donc le contrôle, enfin il y a une forme d'évaluation, je le dis rapidement pour s'il y en a qui ne connaissent pas, quoi, une sorte d'évaluation. Je crois que c'est tous les 5 ans maintenant, pour vérifier que l'entreprise fonctionne bien selon ses principes. Eh bien, en fait, bon, ni les mutuelles, ni les associations n'ont souhaité mettre en place cette révision. C'est dommage, vous voyez. Mais le mouvement coopératif a ceci de spécifique de forger du droit. Alors, le droit, c'est pas une garantie suffisante, mais c'est quand même nécessaire. Parce c'est pas parce que
on peut le détourner, et c'est pas parce qu'il y a des entreprises classiques qui sont tout à fait honorables et qui respectent une très belle éthique qu'on peut généraliser. C'est-à-dire que simplement ce qu'on peut se dire, c'est que les coopératives, par les règles dont elles se dotent, elles font moins pire que les sociétés de capitaux. Donc moi je dis le droit, il est nécessaire et insuffisant, voilà, mais il est quand même pas neutre. Voilà. Donc simplement, pour terminer, je pense que un coopérateur, il pratique la coopération, il s'investit dans une coopérative, mais il prend aussi il fait aussi un pas en arrière pour observer sa pratique coopérative avec une posture de recherche. C'est-à-dire, il fait en quelque sorte de la recherche-action coopérative. Et c'est ce changement de posture qui lui permet de résister, de pas... on a dit tout à l'heure qu'il y avait certaines coopératives qui s'étaient banalisées. On le sait très bien qu'il y a des isomorphismes très très puissants dans la coopération agricole, dans la coopération bancaire, etc. Mais aussi dans la coopération de production. Et partout, et les assos, c'est pareil. Donc comment faire pour résister à ces isomorphismes? Il faut penser. Il faut penser sa pratique. Il faut la mettre toujours au regard des valeurs, au regard des principes. Et puis innover. Sinon, comme disait Jacques Moreau, ancien président du Crédit Coop, c'est la plus forte pente qui l'emporte. Et on sait quelle est cette plus forte pente. Donc voilà, j'ajouterais donc qu'à la double qualité coopérative dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'être bénéficiaire de l'action économique et sociétaire de l'action politique, il y a une troisième qualité, je pense, qui définit le coopérateur, c'est celui de pratiquer la recherche-action coopérative. Merci Jean-François. Je voulais, avant les questions de la salle, faire témoigner Karine sur ses pratiques en termes de gouvernance dans notre conseil coopératif. Qu'est-ce qui change? Où sont les freins et où sont les terrains de jeu sur lesquels il peut y avoir de l'innovation, ou en tout cas des espaces d'échange et des initiatives atypiques en termes de gouvernance? Alors, qu'est-ce qui change? J'ai essayé de structurer ça. Globalement, une grande ouverture. Chacun, en tout cas dans une coopérative comme Coaction, chacun au moment de l'AG peut lever la main et se présenter. Il y a quelques règles, mais en tout cas chacun est éligible, peut se présenter et être éligible au conseil coopératif. Et ensuite, alors après il y a des règles, on va dire, des fonctionnements qui s'apparentent à n'importe quel conseil d'administration autour du pilotage et du contrôle que tout se passe bien. Mais il y a aussi un très grand champ libre à l'expression d'idées, de projets, de développement et de comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre. Et ça, c'est à la fois une grande force et en même temps, c'est une grande page blanche. Donc voilà, ça peut aussi demander prendre beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. C'est juste un complément à ce que vous dites, Monsieur Drapry. Donc Nicolas Pérez de la Cresse. En fait, il y a un outil qui existe de par la loi, qui est l'article numéro 3 de la loi, qui est le guide des bonnes pratiques. Donc il n'y a pas de révision coopérative, mais il est obligatoire pour toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, sauf qu'il n'y a pas les moyens mis en œuvre pour effectuer le contrôle. Mais il existe en fait cet outil d'évaluation en quelque sorte des entreprises de l'ESS. Est-ce que vous le connaissiez? Très intéressant. Il y a 2 livrets, et notamment sur la gouvernance, donc qui est la première thématique de ce guide, qui pose des bonnes questions et des critères d'évaluation de sa propre gouvernance. Donc effectivement, là je suis un peu hors sujet, mais sur les coopératives et la révision coopérative, mais il est possible de s'évaluer. C'est obligatoire normalement. Chaque entreprise de l'ESS doit mettre en œuvre une réflexion collective sur ces 8 thématiques, une des 8 thématiques. Merci, je l'ignorais. Merci. Je ne savais pas qu'au niveau de la mise en œuvre. C'est l'article numéro 3 de la loi Hamon. Et du coup, on va arriver aux 10 ans. C'est un des sujets aussi qui pourrait être amené à échanger sur les trous dans la raquette de la loi.
Juste en réaction, je trouve ça intéressant quand même cette obligation. Enfin, ça fait quoi, je pense, à la culture coopérative justement. Dans la culture coopérative, tu l'as dit en creux, en creux et en plein tout à l'heure, mais dans la coopérative, on crée du droit, on crée des règles, et ces règles, elles sont soumises à un contrôle. On parle de la révision coopérative, on parle du contrôle de l'Assemblée générale, etc. On parle de réglementation qui oblige, sous peine de perdre la qualité de coopérative aussi. Je trouve ça intéressant qu'on ait cette obligation dans la loi, dans l'article 3 de la loi 2014, mais qui est suivie d'aucun contrôle. J'étais passionné dans mon expérience dans une des nouvelles licornes qui nous a rejoint au sein de Biocop, qui a lié justement cette double culture du cahier des charges, le cahier des charges bio, le cahier des charges, les principes coopératifs et les règles coopératives. Là, il y avait du contrôle, du suivi et de l'évaluation en interne, et y compris des sanctions en interne. Et je trouve que ça, quand on parle de pouvoir transformateur, il y a de ça. C'est parce qu'on a des règles qui sont aussi assorties de contrôle et de sanctions parfois, mais de sanctions règles qui sont définies collectivement, sanctions qui sont définies collectivement, soit par le droit national, soit par le droit de la coopérative. Là, on commence à transformer des choses sérieusement, parce que sinon, on a des allégations. On déclare, c'était Marc Dufumier plutôt dans la conférence précédente qui nous parlait d'HVE et de ces différentes allégations. Quand il y a du contrôle, des cahiers des charges précis, construits collectivement, contrôlés parfois collectivement et sanctionnés collectivement, là, on transforme quelque chose. Et je pense que très concrètement, les coopératives, elles ont en germe un potentiel colossal de transformation, dont on a vu que du potentiel à la réalité, il y a un écart qui peut être important. On a aussi vu qu'il s'exprime très concrètement pour les individus. Il peut s'exprimer. Le passage dans les coopératives nous transforme. Je pense que ça passe tout ça par notamment ces questions de règles contrôle qui vont ensemble. Et je pense que c'est très lié à la culture coopérative, comme tu le disais, et qu'il y a peut-être un effort à faire dans les années, les décennies à venir, pour aller un peu plus loin qu'une obligation de suivre un livret qui est passionnant, qui est hyper intéressant par ailleurs, et dont on devrait se servir comme un outil en assemblée générale, etc. Pardon. Je ne sais pas si c'est allumé. Si. Bonjour ou rebonjour. Donc, je suis Marie-Laure Cuelier, je suis élue régionale à l'ESS en Nouvelle-Aquitaine. C'était plus d'abord une remarque sur tout à l'heure, vous avez parlé de la commande locale. Malheureusement, c'est aussi un article 3 du Code des marchés publics qui nous empêche de faire de la préférence locale, sinon je pense qu'on s'en priverait pas. Néanmoins, évidemment, dans les critères ensuite d'attribution, je pense quand même que ça influence les décisions. Ce qui avait été fait pour justement contourner ça, c'était simplement de relever le seuil des marchés à 40 000 €, ce qui permettait quand même de faire bosser plus facilement sans passer par une mise en concurrence des prestataires, et donc le choix se porte naturellement plutôt vers des PME locales. Et après, je voulais simplement vous interpeller sur la question de la responsabilité territoriale des entreprises. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. C'est un sujet qui est porté haut par Timothée Duverger, que vous connaissez certainement, qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, qui finance ce programme de recherche, donc avec Sciences Po Bordeaux, mais aussi un autre laboratoire dont j'oublie le nom, avec Madame Philippi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, de mon point de vue, avec le prisme ESS évidemment, je me dis que naturellement, les coopératives vont beaucoup plus facilement cocher toutes les cases. Disons que c'est aussi pour lutter contre la tarte à la crème RSE, où finalement, même Total peut faire partie du top 10 des entreprises RSE en France. Et quand va-t-on se questionner sur l'objet même de la structure? Donc là, peut-être que les coopératives, elles vont avoir un avantage certain, concurrentiel, avec les entreprises classiques, avec cette notion de responsabilité territoriale. Voilà, je voulais savoir si ça évoquait des choses pour vous, ou simplement qu'est-ce que ça évoque, le cas échéant.
Merci. Je vais plutôt répondre à la première question en ce qui me concerne, parce que oui, les élus m'ont souvent répondu oui, mais le code des marchés publics, et en même temps, j'arrive pas à y croire, parce que d'une part parce que selon les régions, selon les départements, selon les communes, les Comcom, etc., on a des réponses, des interprétations tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'on voit telle communauté de communes qui va dire bon ben les carottes qui vont être consommées dans les collèges seront toutes produites dans le Finistère et en bio. Voilà, c'était Brest Métropole Océane. Et puis à côté, ça va être le bœuf. Et puis à côté, ça va être à la viande, etc. Et voilà. Donc, si vous voulez, on se rend compte que avec les clauses sociales, les clauses environnementales, l'ampleur des marchés, quelquefois, au passage, d'ailleurs, il n'y avait pas assez de carottes de planter dans le Finistère pour alimenter. Donc, c'est tout. L'année suivante, ils les ont plantées, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, alors, sa première remarque, c'est un débat que j'ai souvent eu avec des élus. Et j'ai observé qu'à l'étranger, en Europe, alors là, c'est comme s'ils ne le connaissaient pas, le code. C'est-à-dire même la réglementation européenne. C'est-à-dire, vous prenez le Vorarlberg en Autriche, à l'ouest de l'Autriche. Ils ont développé toute une économie du bois, des constructions en bois, très contraignante, quoi, avec du bois du Vorarlberg, sur l'exploitation du bois, la longueur des troncs sortis des forêts, y compris pour des privés, hein, je veux dire, c'est obligatoire dans tout le Vorarlberg. Et ensuite, ils ont développé des lycées du bois, etc., des compétences. Maintenant, il y a tout un tourisme autour des habitations en bois parce qu'elles sont magnifiques dans le Vorarlberg. Et ils sont appuyés sur le principe de subsidiarité du traité de Maastricht, qui dit que c'est la collectivité publique la plus proche du territoire qui l'emporte en cas de contestation. Donc, je veux bien croire que c'est pas aussi simple, mais parfois je me demande si certaines administrations, en tout cas territoriales, ne se protègent pas excessivement derrière le code des marchés publics pour éviter peut-être une complexité, ou en tout cas voilà, je n'arrive pas à y croire vraiment. Et je pense que lorsqu'on est dans des situations aussi tendues qu'aujourd'hui, aussi graves au niveau social et environnemental, bon, on peut prendre des risques, quoi, surtout qu'ils sont quand même extrêmement limités, me semble-t-il. Voilà, c'est juste, voilà, je voulais donner un point de vue sur cette question. Sur le lien entre collectivité et coopérative, on a évidemment cette question de la SIC qui permet de faire rentrer des collectivités dans les coopératives. Et donc leur permet aussi d'apporter un soutien, je ne vous l'apprends pas évidemment, mais qui permet d'apporter un soutien, y compris en fonds propres, à des coopératives dans leur développement, et puis aussi dans le conseil, dans le lien aux besoins du territoire, etc. Je ne sais pas si là je ne suis pas familier tout à fait de ce qu'il y a derrière la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises, mais je pense que là on a un outil qui permet, et qui nous permet aussi à nous dans les licornes. Je pense par exemple à la coopérative Cities qui est implantée également en Nouvelle-Aquitaine et dans la métropole de Bordeaux, d'avoir un lien avec le territoire, d'avoir des projets qui se construisent en lien avec les besoins des territoires et l'expression des citoyens et de leurs élus. Et là, il y a aussi des modalités au-delà du rapport effectivement au marché public. Merci. Pour compléter ce que tu dis, Chahine, effectivement, les SIC, bon, je crois que, bon, comme vous le savez, les SIC, elles datent de 2001. Pendant une dizaine d'années, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça n'a pas eu un succès énorme. Et puis au cours des 5 dernières années, il y a une créativité des SIC très importante et une implication de plus en plus grande des collectivités territoriales dans les SIC. C'est-à-dire, je ne suis pas sur 1000 SIC à peu près en France. Je dis en gros, hein, il doit y avoir à peu près la moitié des SIC dans lesquels il y a des collectivités locales. Donc moi, je crois que la responsabilité territoriale,
Alors, moi aussi, je ne suis pas familier. Je connais très bien Timothée, bien sûr, on se connaît bien, mais je n'ai pas travaillé sur cette question-là, bien qu'étant géographe. En fait, ça me rappelle plutôt tout ce qu'on a travaillé autour du développement local, dans les états généraux du développement local, etc., les contrats de pays, etc. Il y a eu énormément de travaux qui ont été produits là-dessus. Et je crois que, je vais peut-être dire une évidence, hein, mais c'est la collectivité locale qui doit être garante, en quelque sorte, de mon point de vue, de l'évaluation de la responsabilité territoriale. Parce que, voilà, il y a, comme vous l'avez dit, entre la RSE, l'entreprise à mission, on a vu que même quand une entreprise, une grande société de capitaux se donnait les moyens d'être la plus vertueuse possible, je pense à Danone, avec Emmanuel Faber, on a vu le résultat, quoi. Alors qu'il avait en plus bien rémunérer les actions avant d'être viré. Donc, si vous voulez, c'est quand même... C'est un contre-exemple terrible, quoi. Hein. Alors s'il y a une entreprise dans laquelle on pouvait croire au niveau de son attachement aussi bien à la condition salariale qu'au territoire, eh bien, c'était Danone. Et bon, voilà, on voit les limites, quoi. Donc, je pensais qu'effectivement, les coopératives ont sont dans une posture de fait, parce qu'elles sont l'expression des territoires qui est la meilleure par rapport à leur responsabilité territoriale. Moi, je dis souvent que, en fait, la coopérative, c'est simplement le prolongement économique de la société civile. Ce sont des personnes qui se mobilisent, et lorsqu'elles se mobilisent plus, ça disparaît. Je me permets juste un cas. La semaine, il se trouve que je suis membre du conseil scientifique du parc naturel régional du Queyras dans les Hautes-Alpes, et qu'il y a une coopérative, une SCOP centenaire, elle est née en 1921, qui est en redressement judiciaire. Et cette COP, qui s'appelle l'Alpin chez lui, faisait des petits jouets en bois dans la commune d'Arvieux, et elle a vraiment sauvé la vallée pendant plusieurs dizaines d'années. Parce que pendant l'hiver, le climat très rude de la haute montagne, les hommes partaient travailler souvent dans les vallées, les femmes peignaient, on les appelait les peinteuses. Donc pendant l'été, on faisait des petits jouets en bois, donc des petites figurines en bois, et elles étaient peintes l'hiver par les femmes. Bref, ça employait toute la vallée. Et tout doucement, ils n'ont pas suivi le marché, ils ont été concurrencés par les Chinois, par tout ce qu'on veut, quoi, mais ils n'ont pas suivi. Et actuellement, elle est en redressement judiciaire. Et tout le monde semblait abandonner la coopérative, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est fini, quoi. Et puis la semaine dernière, on a tenu une réunion, et on croyait qu'il y avait 3-4 personnes qui allaient venir. Il y a 25 personnes qui sont venues. Une association a été créée pour la transformer, parce qu'il faut passer par une transformation pour la sauver, c'est trop compliqué à expliquer, mais donc on va créer une SIC, enfin on espère. Et donc voilà, on fait, parce que la population se remobilise. Je suis persuadé que c'est voilà, si la population se mobilise, alors la responsabilité territoriale est à nouveau prise en considération. Si la population ne fait rien, évidemment la coopérative va mourir, quoi. Cela dit, elle a besoin de soutien. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, je lance un appel intercoopératif. Là, pour l'instant, c'est une asso. Donc, c'est l'association des amis de l'Alpin chez lui qui va tenter de remettre sur pied cette coopérative centenaire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail draperie@cnam.fr. Si vous voulez adhérer à cette association, c'est un coup de main, on va dire, symbolique par rapport aux mandataires, ne serait-ce que par rapport aux mandataires et par rapport aux gens de la vallée. L'adhésion est à 10 €. Et puis, si vous voulez aller plus loin, on va commencer à faire des parts de la SIC. Voilà. Et donc on va recevoir les chèques, mais ils ne seront pas tirés si la SIC ne marche pas, bien sûr, parce que c'est pas sûr que ça marche, quoi. Mais vous me le dites dans ce cas-là, vous me verrez, je suis intéressé. draperie@cnam.fr. C'est normal quand je joue le jeu de la pratique coopérative dans une rencontre comme celle-ci. Mais voilà, mais ça c'est vraiment, moi je peux pas dire autrement, la responsabilité sociale, c'est vraiment la responsabilité d'abord des habitants, quoi. Si. J'avais une question pour toi, Chahine, pour en savoir plus sur les licornes.
Voilà, l'intitulé de la table ronde, c'était le pouvoir transformateur, et je voulais en savoir plus sur l'ambition en fait des licornes. Là, cette année, la semaine dernière, cette année, c'était la semaine dernière, il y a eu 4 nouvelles licornes, et quel est le projet, quelle est l'ambition en fait de ce collectif pour, j'imagine, de transformation. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, donc, aux 9 premières coopératives viennent de s'ajouter Biocop, Wincop qui fait du fret maritime, Tank qui est une coopérative de plateforme de documentaire, et Etikado qui fait des cartes cadeaux responsables. Elle s'ajoute à des 9 coopératives qui sont déjà dans différents secteurs. J'en ai cité plusieurs. On pourrait parler de Coop Circuit qui est aussi sur l'alimentation, la NEF qui est sur une coopérative bancaire éthique. Voilà, il y a Label Emmaüs qui fait de la seconde main. Enfin, c'est une plateforme de vente en ligne de produits de seconde main. Comment dire ? Vous voyez qu'on est sur une diversité de secteurs. L'ambition est assez modeste. Il s'agit d'occuper l'ensemble de l'économie, de transformer l'ensemble de l'économie et de concurrencer tous les acteurs majeurs et du passé faire table rase de ces modèles ringards. De ces modèles ringards, en fait, vraiment, je vais pas reprendre détériorés, qui vraiment viennent s'attaquer à nos modes de vie, enfin pas à nos modes de vie, mais à nos conditions de vie sur Terre. Et entre nous. Donc, c'est gros dit comme ça, c'est une utopie, mais c'est une utopie concrète. Dans le sens où ces entreprises, elles sont déjà là. Elles viennent peut-être travailler une petite chose qui était peut-être un peu moribond dans le mouvement coopératif. C'est-à-dire que j'ai entendu, moi, il y a une dizaine d'années, quand j'ai découvert le mouvement des SCOP et des SIC, je me dis waouh, ça c'était un endroit vraiment, un mouvement transformateur, quoi. Le mouvement coopératif doit être porteur d'une transformation de la société. Et je me suis rendu compte qu'à certains égards, à ce moment-là, et ça a un peu changé, la tonalité était plutôt celle d'un mouvement d'employeurs, de petits patrons, qui essayaient de gouverner et gérer autrement. Ça, c'est déjà un aspect très important, parce que c'est transformateur pour les individus, je leur dis, mais qui ne voulaient pas transformer la société. Ce n'était pas l'objectif. Et là, ce qu'on dit, et on le dit avec d'autres, ce sont les licornes, ce sont les plateformes des communs, ce sont plein de coopératives locales qui s'y attachent aussi sur des enjeux de transition. Ce qu'on dit, c'est on veut gouverner autrement les entreprises, on veut les gérer autrement. Je parlais de la lucrativité limitée, mais aussi de la non plus-value sur la cession des parts sociales, ce qui est un des attraits de l'économie capitaliste, pour reprendre les spécificités que j'avais laissées de côté. On veut donc gouverner, gérer autrement, mais pour faire autre chose et le faire autrement. Donc, dans la façon de travailler, on espère travailler autrement, pour reprendre aussi la thématique de la journée. Et l'objet de ce qu'on veut faire, vous parliez juste avant de l'objet de Total, etc. On ne veut pas faire la même chose. Oui, on veut produire de l'énergie avec la coopérative Enercop, mais de l'énergie qui soit renouvelable. Oui, on veut se déplacer parce qu'on en a besoin et parce qu'on a envie d'aller voir d'autres régions de France, d'Europe ou d'ailleurs, mais on ne veut pas le faire de n'importe quelle façon. C'est pour ça qu'on a des coopératives de transport. On a Railcoop, que vous connaissez bien ici. On a Mobicop qui fait du covoiturage gratuit. On a Cities dont j'ai parlé. Et puis, pour traverser l'Atlantique avec des produits non périssables, les cargos à voile de Wincop. Donc voilà un petit peu l'ambition, c'est c'est pas de s'arrêter à ces 13 là. C'est qu'on a ce qu'on se disait la semaine dernière, c'est qu'on a un collectif qui porte une ambition assez radicale. Une ambition assez radicale, ça demande de prendre le temps de se poser et de bien discuter sur ce qu'on veut faire. Bien s'assurer, s'asseoir ensemble sur le socle de nos valeurs. Mais l'ambition, c'est de petit à petit d'étendre
le champ des licornes, et puis les partenariats avec d'autres, l'intercoopération entre coopératives, le 6e principe que tu évoquais très justement juste avant. Mais voilà, c'est d'aller occuper un maximum d'espace. Pardon, je vais rajouter, mon cerveau est peut-être un peu au ralenti aujourd'hui, donc je rebondis peut-être sur un point qui était il y a 10 minutes. Mais sur la question de la culture coopérative, la culture des coopérateurs, pour moi, il y a un élément très important et qu'on voit selon les pays et selon les cultures qui est plus ou moins fort. C'est quelque part une culture de l'individualité. C'est-à-dire que pour être membre à pleine part, pleinement, d'une coopérative, il faut avoir une certaine assurance pour pouvoir jouer le rôle qu'on nous demande de jouer, c'est-à-dire quand il y a une assemblée générale, il va y avoir des documents, des choses à lire, des choses avec lesquelles on n'est peut-être pas familier, avec lesquelles on joue pas tous les jours. On le voit ici en assemblée générale à Coaction, il y a certaines personnes qui sont complètement à l'aise avec ce qui se passe dans une assemblée générale, et pour d'autres c'est une fois par an. Donc il faut se familiariser avec cette culture-là. Et en particulier dans les pays où il n'y a pas cette culture de l'individualité-là, en particulier dans les pays où ça a été un peu, on va dire, effacé, avec des régimes politiques très qui empêchent les gens de penser par eux-mêmes, ça reste difficile. En tout cas, ça reste difficile d'aller au-delà de groupes qui font plus que 4, 5 ou 10 personnes. Donc il y a vraiment cette culture de l'assurance et de l'individualité, et puis au-delà il y a le fait qu'on peut jouer un rôle, qu'on peut pardon, je perds le fil de ma pensée, mais zut, ça m'a complètement échappé. Qu'on est légitime en fait à prendre sa part et à jouer ce rôle de recherche-action. Et ça, c'est pas quelque chose de très évident. Et pour moi, c'est vraiment une condition nécessaire pour que ça fonctionne. Parce que moi, je vois beaucoup de coopératives qui sont peut-être héritées, qui sont anciennes, et dans lesquelles cette culture-là, elle est partie, et les gens sont un peu passifs. Et du coup, là, il peut y avoir un peu des accaparements. A contrario, pour que la dimension démocratique joue pleinement son rôle, il faut aussi une culture de l'apprentissage, du partage de l'information, de la formation, qu'on retrouve aussi dans le mouvement syndical, de dire, voilà, il faut apprendre, il faut passer du temps, et puis, y compris pour pouvoir participer à différentes instances, à la gouvernance, il faut se former, il faut prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose qui, à la fois, est une condition sine qua non, et parfois les personnes ne l'ont pas, ne peuvent pas avoir le temps ou l'intérêt pour ces questions-là. Et donc voilà, ça, pour moi, c'est des dimensions importantes de la partie culturelle aussi, en particulier pour que ça fonctionne. Merci. Alors, j'aime bien provoquer, donc, ou alors j'ai un esprit critique, mais Charles Gide disait ça, il défendait l'esprit critique, donc j'ai de quoi me planquer. Non, je pense que c'est une question que je me pose, c'est la question de l'individualité, parce que, en fait, on dit toujours, voilà, le mouvement coopératif est né en Europe occidentale au XIXe siècle. Rochdale, les équitables pionniers de Rochdale ont défini les règles, etc., etc. Et puis après, ça s'est mondialisé. Puis en fait, quand on voyage, effectivement, je suis tout à fait d'accord, on se rend compte que ça fonctionne pas forcément comme ça. Pourquoi ? Parce que la culture de l'individualité, l'individualisme, n'est pas la même en Europe, on va dire dans l'Occident, on va dire dans les pays européens et nord-américains, et dans les autres continents ou sous-continents. Et du coup, je me demande si, je m'excuse de ce que je vais dire à l'avance, mais si le caractère universel des règles de Rochdale n'est pas une forme d'impérialisme occidental. C'est-à-dire qu'on voit qu'il existe des formes de solidarité dans tous les pays, dans toutes les civilisations, et que, par exemple, si on prend en Afrique, on va voir que les raisonnements ne vont pas se faire au niveau des individus, mais au niveau des communautés. On va voir dans un village, dans une communauté, on va prendre... Il n'est même pas question que quelqu'un ne se mette en contradiction avec une décision qui est prise après la palabre, etc. Et on prend une décision une fois qu'on a pris, que tout le monde est d'accord.
Alors que nous, on va parler de vote en Assemblée Générale à la majorité, voilà, chacun s'exprime, etc., etc. Donc, il y a comme un c'est une question que je me pose, hein, c'est comme un postulat individualiste, en fait, à la culture coopérative. Et je pense qu'on a tort. Franchement, je pense qu'on a tort de penser comme ça, parce que les formes de solidarité, la forme de solidarité fondée sur l'individu et l'expression individuelle, ça représente une toute petite partie de l'histoire sur une petite partie de la Terre. Alors évidemment, elle a une prétention universelle, mais voilà, je suis pas certain que, et d'ailleurs on voit très bien que par exemple, le 7e principe de l'Alliance coopérative internationale, c'est l'engagement envers la communauté et le développement durable, il n'est pas lu du tout de la même façon dans l'Alliance coopérative internationale latino-américaine et l'Alliance coopérative internationale européenne. Elle est beaucoup plus communautaire en Amérique latine et moi j'étais frappé par le fait que, alors je pense que je suis pas tendre avec les principes, je suis assez critique sur les fonctionnements coopératifs. Eh bien en Amérique latine, quelquefois quand je prenais la parole, on me disait oui mais toi t'es pour le capitalisme. Parce que la façon dont je présentais la coopération était une coopération qui n'avait pas de sens. Parce que là-bas, une coopérative agricole, c'est toute la famille qui est engagée, les enfants vont s'occuper, les enfants, voilà, vous voyez, le village est engagé derrière la coopérative, c'est pas une coopérative de membres, de personnes, ou même d'entreprises, c'est une coopérative communautaire, quoi. Donc voilà, je soumets ça à votre réflexion, je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'on doit réfléchir là-dessus, parce qu'on voit bien que dans le contexte actuel, où il y a une contestation quand même, mondiale en fait, voilà, les BRICS sont en train de devenir le Sud global. Je les défends pas nécessairement, je défends pas les modes de gouvernance, mais néanmoins, il y a bien ce qui les réunit, c'est la contestation du modèle occidental. Et ce modèle occidental, tel qu'il est aujourd'hui, rien ne nous indique qu'il va nous conduire vers la paix sociale et vers la réparation du climat. Donc, je vous soumets cette réflexion, c'est tout. Je pense que le mouvement coopératif, il a quelque chose à faire, à réfléchir sur, y compris sur tout ce qu'il dit toujours, c'est-à-dire le caractère universel des règles de Rochdale. Je pense qu'on doit les discuter. Oui. Je vais continuer dans votre sens là-dessus, ou en tout cas merci pour la transition. Je vais garder juste la ligne pouvoir transformateur. Comment ? Je suis Georges Martin, excusez-moi, du GSF, Global Social Economy Forum. Donc du coup le réseau des collectivités et des réseaux ESS dans le monde. Et du coup sur le pouvoir transformateur, sur 3 enjeux, bon bien sûr en 10 minutes on n'aura pas le temps, il y a 3 intervenants et je vais dresser vraiment très rapidement, mais du coup je voudrais avoir votre avis, alors peut-être des pistes de réflexion sur comment on peut amener, on parle de culture coopérative, donc comment on retravaille les imaginaires, par exemple les associations sportives font partie de l'ESS, ne se sentent pas forcément concernées, etc. Et on sait que dans le sport c'est plutôt la compétition et non pas la coopération, alors que du coup là ce sera un vecteur, mais du coup comment on retravaille les imaginaires. Deuxièmement, les temps de coopération, si vous avez 2-3 pistes de conseils de comment on finance ces temps de coopération, parce que c'est un peu l'enjeu aussi. La région de Nouvelle-Aquitaine faisait des choses assez intéressantes là-dessus, sur financer les temps d'amorçage, etc., de coopération. Bon, ils sont revenus sur leur dernier vote, mais ça c'est plus politique. Mais du coup, comment on finance ces temps de coopération? Je pense que les universités, vous disiez que c'était dommage qu'ils partent, qu'il n'y ait plus de SS, et effectivement, je pense que quand même avoir des gens qui font de l'intercoopération, on en a quand même besoin. Et sur le troisième temps, c'est interroger un tout petit peu où en est l'articulation des alliances au sein du mouvement coopératif. Je m'explique. On parlait intérêt collectif, intérêt général, ou statut ou vertu. Mais ça fait 10 ou 15 ans que dans toutes les AG des fédés de coopératives, on se pose la question des femmes et de l'environnement. Bon, pour le coup, c'est très récemment qui
mettent le mot dans leur discours, mais sans en prendre véritablement la question. Donc ils savent s'organiser, mais sur les questions d'intérêt général, c'est plus compliqué. La même chose sur l'ACI, l'Alliance coopérative internationale, qui vient de voter pour des conservateurs, encore une fois. Donc on va pas aller très 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 loin non plus là dans le pouvoir transformateur. À l'inverse, du coup, les cycles, les CAE, ou là ce que fait les licornes avec OMICOP la semaine dernière, ou Global Summit, COP Summit qui a lieu là, dans 2 semaines au Canada. Du coup, là, il y a vraiment des choses intéressantes. Et donc, entre les cycles, les 2 fédérations de CAE, les différentes formes de coopératives et de fédés qui existent, où on en est là sur les alliances, est-ce qu'on est encore sur des chapelles, ou est-ce qu'on va réussir à aller plus loin et proposer un projet de société? Merci. Je sais que c'est facile à poser comme question. Mais juste après, on ira boire de la bière. Et ça, rien que pour ça. Sur les temps... Ouais, alors je veux bien avoir un mot de choses, un mot sur les temps de coopération et un mot sur la question du genre, parce que c'est aussi une de mes casquettes en tant que consultante. Sur les temps de coopération, alors moi je suis sociétaire de 3 coopératives, je suis au conseil coopératif de Coaction, je suis sociétaire de 2 bureaux d'études coopératifs, Théo et Le Basique, et donc ils sont des structures Coaction une dizaine d'années, les 2 autres bureaux d'études ont entre 5 et 10 ans, 7 et 10 ans, donc c'est des structures relativement jeunes. Mais cette question de comment est-ce l'amorçage, il y a toujours des petites solutions, il y a du temps bénévole, on y arrive quand il y a un projet entrepreneurial derrière, on y arrive d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui m'interroge à l'heure actuelle, en tant que personne qui pratique, c'est comment est-ce que sur le long terme, on continue à avoir de l'engagement et du turnover aussi, avoir du remplacement, de l'engagement des uns et des autres, des unes et des autres. Et cette question-là, elle touche vraiment la question de l'égalité et de la participation des hommes et des femmes à ces structures-là, parce que c'est souvent du temps. Et c'est souvent du temps bénévole. Et à Coaction, on le voit assez régulièrement, des femmes entrepreneurs qui n'ont pas le temps même de développer finalement suffisamment leur activité. Donc de là à participer aux instances de gouvernance, il y a encore un grand pas qui est quasiment impossible à réaliser. Et donc il y a une solution qui existe, qui est pas complètement satisfaisante, qui est celle des quotas. On fait une règle et c'est la seule chose qui marche à l'heure actuelle. Ceci dit, ça ne répond pas à la question de comment est-ce qu'on trouve le temps et comment est-ce que du coup dans la société on partage le temps de façon plus équitable. Donc voilà, c'est un peu ma grille de lecture en 30 secondes. Merci beaucoup pour ce livret de questions qui s'ajoute à celle de Jean-François sur laquelle je ne pense pas pouvoir rebondir. Il y avait des éléments sur lesquels je voulais réagir à la fin, mais je les ai perdus. Sur la question du temps de coopération, moi ça me tient à cœur parce que avant d'être secrétaire général de l'association des licornes, j'étais animateur de vie coopérative. Et cette question en préparant cette table ronde, j'ai la conviction, c'est ce qu'on a dit à différents moments, que le pouvoir transformateur des coopératives, il est fonction de cet investissement des sociétaires, des coopérateurs, des coopératrices, d'une vitalité démocratique de la coopérative qui ne se résume pas à l'Assemblée générale une fois par an dont tu parlais. Et ça veut dire qu'il faut du temps pour que les coopérateurs et coopératrices participent à la vie coopérative. Et il faut des ressources humaines, d'intelligence, de formation, etc., pour que il y ait cette transmission en continu de la culture coopérative et qu'on fasse vivre la différence et les spécificités coopératives au sein de chacune de nos coopératives et qu'on donne une chance au potentiel formidable de la coopérative de se réaliser. Qu'on puisse aller s'engueuler en assemblée générale, contredire un projet qui serait dans la pente naturelle parce que c'est notre environnement majoritaire, qui n'a rien de naturel évidemment. Tu parlais d'isomorphisme, voilà, tout ça c'est du temps de coopération. J'ai pas la réponse sur comment on le finance.
Il y a presque une question à se poser sur est-ce que toute la vie coopérative, c'est pas du travail aussi, alors du travail, pas que de travailleurs, hein, de consommateurs, de paysans fournisseurs, etc., de tout un réseau. Dans certains réseaux, qui sont en général des gros réseaux, on arrive à formaliser ça. Il y avait un mécanisme formidable dans l'entreprise, dans la coopérative dans laquelle j'étais avant, qui s'appelait le temps partagé, je crois que ça s'appelait comme ça, une sorte de banque de temps qu'on partageait pour participer aux instances. Voilà, donc la question me semble formidable, les réponses, elles existent de façon morcelée à plein d'endroits, et je pense que c'est une question qui est structurante pour que le pouvoir transformateur des coopératives soit une réalité. Et il est souvent passé à la trappe, et je pense que c'est central. Et sur la question des alliances, très rapidement, parce que c'est tout de même ce que le cœur même de notre initiative, c'est de s'allier, d'arrêter de rester à la marge, voire à la d'être des coopératives de niche. Hein. Nous ne sommes ni des chiens, ni des bords de page. Notre ambition, c'est d'être au milieu de la page, et c'est de prendre toute la page, même si possible, à plusieurs, pas tout seul. Mais on voit sur les questions, alors sur les enjeux de place des femmes, il y a des efforts qui sont faits aussi avec la loi sur les entreprises, mais qui ne concernent pas que les coopératives, des conseils d'administration qui vont où il y a une obligation de 40% de présence des femmes. Encore faut-il s'assurer que ça soit bien respecté, mais il y a des petites choses à faire là-dessus. Et sur la question de l'environnement, on voit des mouvements coopératifs qui peuvent être, qu'on a pu décrire comme très conservateurs, s'intéresser à ça. Et je prends l'exemple de la CGSCOP qui a fait sa convention nationale en juillet dernier sur les enjeux de transition. C'est un excellent signal, avec l'intervention d'Éloi Laurent, l'économiste qui parle notamment de coopération, où il parle beaucoup de la coopération comme une production de savoir. Et c'est voilà, donc il y a des signaux qui commencent à se faire. Nous sommes aussi un aiguillon dans le mouvement coopératif, les licornes, pour dire les enjeux de transition environnementale et sociale sont fondamentaux, et il faut qu'on s'y attache. Et le bruit que nous arrivons à faire, non seulement le bruit, mais aussi les actes que nous arrivons à produire, permettent aussi de mettre les sujets sur la table, y compris pour des mouvements qui pouvaient les laisser facilement de côté. Je m'arrête là, j'ai déjà été long et la première question m'a échappé. Merci. Moi, je vais essayer de dire un mot sur la première, alors du coup, comme elle n'a pas été abordée, même si, comment travailler l'imaginaire, si j'ai bien compris. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est très bien. En fait, moi, je m'appuie sur ce que disent pas mal de philosophes. L'imaginaire est fille de la mémoire. Donc, en fait, en travaillant sa mémoire. J'ai envie de dire que c'est Saint-Simon qui disait « Nos enfants croiront avoir de l'imagination, ils n'auront que des réminiscences ». Faute de travailler leur mémoire. Donc je crois que si on regarde les expériences coopératives passées, soit celles qu'on a partagées, soit celles d'ancêtres, eh bien on travaille sa mémoire. Et j'inclus dans la mémoire coopérative l'éducation populaire. Ça, c'est fondamental. Par rapport au sport, mais à la culture, au social, etc. Je pense que c'est vraiment les deux faces, puis les faces de la même pièce, quoi. L'éducation populaire. Il n'y a pas d'avenir à la coopération sans éducation populaire, à mon sens. Et une éducation populaire qui ne produirait pas de la coopération serait un artefact. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses au niveau de l'imaginaire. Et je pense que c'est une chose que j'ai pu observer aussi en suivant des parcours de façon longitudinale. Les personnes qui s'investissent dans la coopération ou dans l'économie sociale et solidaire ont participé très souvent, ont bénéficié de camps, de colonies, ont participé à des expériences d'éducation populaire. Donc je pense que c'est là où on va travailler l'imaginaire. Donc sinon sur les autres, ça a été très bien dit. Je veux juste dire un petit mot. Mais c'est vraiment par rapport aux licornes. Je me doute que Total va pas postuler pour rentrer dans la licorne, mais bon, il y a la nef. Ok. Alors c'est une question. C'est pas pour que tu y répondes maintenant, hein, mais c'est une question. Est-ce que vous avez des critères objectifs autres que des projets de changement, de transformation,
Ou est-ce que, par exemple, est-ce que le crédit coopératif pourrait demander d'être membre, la mutuelle de Poitiers, par exemple, ou bien Coop Atlantique, ou bien, etc., etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des critères, des indicateurs précis, en fait? Parce que sinon, je dis tout de suite le risque, sinon, le storytelling est tellement bien fait dans certaines structures qu'ils vont vous envahir. Voilà, je veux dire, j'en vois trop qui sont des licornes potentielles, magnifiques, avec des storytelling formidables. Donc, bon, voilà. Et puis, mon dernier point, c'est l'intercoopération, en quelque sorte, c'est développer les relations entre... Donc, c'était le sens de ta troisième question, si j'ai bien compris. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, parce que l'intercoopération, c'est un concept qui a été développé par Albert Thomas, qui a été un grand militant coopérateur au début du XXe siècle, et il a fait un rapport à l'ACI qui s'appelle l'intercoopération. Ça devait être à Gand en 1924, je crois, au congrès de Gand, sauf erreur. Mais en tout cas, son rapport est fondamental. Il dit, en fait, voilà, il faut développer l'intercoopération, et il prend en particulier, alors vous êtes vraiment au cœur du sujet ici, puisque c'est entre la coopération agricole et la coopération d'usagers ou de consommateurs. Donc vous êtes, on va dire, sur les deux pieds, quoi. C'est magnifique, quoi. Donc il fallait quand même le dire. Mais à chaque fois qu'on a abordé l'intercoopération depuis cette date-là, on s'est rendu compte qu'on a échoué. Là, on n'arrive pas. Alors, peut-être qu'on est à un tournant historique avec les cycles, etc., le commerce équitable, tout ça. Mais peut-être il y aurait une autre façon d'aborder les choses, c'est de parler de multisociétariat, de multicoopératisme. Pas la coopérative qui accepte plusieurs sociétaires comme la SIC, mais d'être soi-même membre, de faire en sorte que l'essentiel de nos besoins soit satisfait dans des coopératives. Voilà. Alors là, bonjour le temps, mais du coup, là, je peux en parler un petit peu parce que j'étais cofondateur d'une coopérative d'habitat à Montreuil, près de Paris, dans les années 90. Et je vous assure que quand on a eu fini le projet, on n'avait qu'une envie, c'était de s'enfermer chez soi et de plus voir personne. Bon, la coopérative, elle existe toujours, donc ça a quand même bien marché. On était 12 membres, mais franchement, waouh, ça a été rude. Hein. Mais voilà, simplement, mais néanmoins, je pense que l'avenir, c'est le multicoopératisme, que c'est moins difficile de mettre en œuvre le multicoopératisme que l'intercoopération, qui est une question liée au marché, liée, tu vois, alors quand on n'est pas de la même branche, ça va, mais si tu parles du crédit mutuel avec le crédit coop, ben voilà, c'est deux belles coopératives. Néanmoins, ils sont en concurrence, point barre, quoi. Donc c'est très compliqué. Tandis que le multicoopératisme, rien ne nous empêche de multiplier les engagements coopératifs à part le temps. Et du coup, je suis Dominique Méda, il faut désenchanter le travail. Parce que le travail, il a été sacralisé à partir du XVe siècle, mais avant, je vous rappelle, Hannah Arendt a écrit un texte sur comment on travaillait au Moyen-Âge, il y avait 1 jour sur 3 qui était férié. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, le travail, c'est pas une valeur positive avant la Renaissance. Vous savez, l'homme qui se dresse, qui se lève, il n'est pas fait pour moisir sur sa couche, il doit dominer le monde, etc. Prométhée, c'est la Renaissance. Mais avant, on ne travaille pas pour travailler. Donc je pense qu'effectivement, ne serait-ce que pour mieux partager le travail, pour faire en sorte que tout le monde ait du travail, il faut travailler moins. Et ça nous laisse du temps pour coopérer, s'investir, pratiquer des AG, discuter, comme on le fait là, voilà, et se contredire et s'entendre. Bien, sur ce mot de la fin, je crois que l'on peut, maintenant qu'on a nourri le cerveau, aller nourrir d'autres organes. Je vous propose de nous retrouver à la buvette pour clôturer donc cette deuxième édition du festival Oh My Coop.